La Russie avait autrefois promis que le T-14 et Armata révolutionnerait la guerre moderne. Il était censé être un super char qui terrifierait l'OTAN, humilierait l'Occident et dominerait le champ de bataille. Mais près d'une décennie plus tard, le T-14 n'est pas apparu en Ukraine, du moins pas de manière significative et certainement pas de façon efficace. Au lieu de percer les lignes ukrainiennes, il tombe en panne sur la place rouge. Comment le char russe le plus avancé est-il devenu une simple blague récurrente? Analysons d'abord ce qui a fait le succès des chars soviétiques pendant près de 50 ans. La conception des chars soviétiques reposait sur une idée étonnamment simple mais efficace, fondée sur 3 principes de base: la production de masse, l'efficacité sur le champ de bataille et la simplicité logistique. Depuis le légendaire T-34 de la Seconde Guerre mondiale, les chars soviétiques ont privilégié le triangle puissance de feu protection mobilité, avec une touche typiquement russe. Alors que les concepteurs occidentaux cherchaient à maximiser les capacités de chaque char, les ingénieurs soviétiques optimisaient ce qu'ils pouvaient produire en masse. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la quantité a sa propre qualité. Ici, les chiffres sont ce qui importe. Durant la guerre froide, l'Union des républiques socialistes soviétiques était considérée comme le plus grand producteur de chars de l'histoire. La série T-54-55 à elle seule a vu plus de 10 000 unités produites dans le monde, ce qui en fait le modèle de char le plus répandu jamais créé. Cela a été suivi par la mise en œuvre réussie du T-64 avec son système de chargement automatique pour simplifier l'utilisation et éliminer les rechargements en combat. Le T-64 et ses successeurs, le T-72 et le T-80 ont été produits à plus de 44 000 unités. Cela représente près de 150 000 chars produits sur 5 décennies. La conception soviétique privilégiait la standardisation entre les générations. Les T-54, T-62, T-72, T-80 et même le T-90 partageaient tous des profils de taille similaires, des catégories de poids comparables, maintenant le modèle de base entre 35 et 45 tonnes, ainsi que des concepts d'agencement fondamentaux. Malgré les changements radicaux des capacités offensives et défensives, les équipages pouvaient passer d'une plateforme à l'autre avec peu de recyclage. Des pièces sont restées interchangeables pendant des décennies, permettant de rationaliser les chaînes de production pour accueillir plus de modèles sans changement majeur. Deuxièmement, les soviétiques ont favorisé la puissance de feu au détriment d'autres facteurs. Ils ont constamment déployé des canons plus gros que leurs homologues de l'OTAN, passant de 100 mm sur le T-54 à 115 mm sur le T-62, puis à 125 mm sur le T-64 et au-delà. Ils ont été les pionniers des canons de char à âme lisse, des obus flèches et des systèmes de chargement automatique. L'OTAN adopterait finalement ces progrès, avec une efficacité et des performances nettement améliorées. Mais l'Occident s'est retrouvé pris dans une boucle à perfectionner la technologie pendant des années, pour s'assurer qu'elle soit aussi précise et fiable que possible. L'Union soviétique a riposté en misant sur le nombre. En lançant assez de chars contre l'ennemi, elle pourrait retarder son avancée ou progresser sur son territoire. Troisièmement, les chars soviétiques étaient déconçus pour leur environnement opérationnel spécifique. Leur profil bas réduisait leur signature de cible. Les chenilles larges permettèrent de franchir la boue et la neige abondante de Russie, et d'énormes lames de bulldozer rasaient les ouvrages défensifs en terre. Ce n'étaient pas des caractéristiques de luxe, mais des solutions pratiques aux défis de la guerre en Europe de l'Est. Encore plus important, les chars soviétiques étaient conçus pour être utilisés par des armées de conscrits, avec peu de formation et des origines linguistiques variées. Les commandes étaient standardisées, les procédures de maintenance simplifiées, et les systèmes complexes évités au profit de solutions robustes et réparables. Des garçons de ferme de 18 ans de toute l'Union des républiques socialistes soviétiques pouvaient le comprendre. Voici le T-14 Armata, et toute cette doctrine est jetée par la fenêtre. Au lieu d'un char simple de 40 tonnes pouvant être produit en masse par milliers, la Russie a conçu un véhicule de 55 tonnes nécessitant de l'électronique avancée, des logiciels sophistiqués et une fabrication de précision. Ces particularités ont offert des avantages potentiels, mais ont aussi mené à l'échec de ce design. La tourelle sans équipage est la caractéristique principale du char T-14. Les chars traditionnels placent l'équipage en contact direct avec leur système d'armes. La tourelle était une cible prioritaire pour les chars et l'artillerie ennemie, ce qui la rendait très vulnérable. Mais cela donnait aussi aux tireurs un contrôle bien plus important sur les systèmes qui chargeaient, armaient et tiraient chaque obus du canon. Le système de chargement automatique du T-64 et de ses versions ultérieures réduisait le travail manuel et augmentait significativement la cadence de tir théorique. À la place, l'équipage d'un T-14 est isolé dans sa capsule protégée sous la tourelle. Ainsi, le char dépend totalement de l'électronique pour la connaissance de la situation et le contrôle de l'armement. Quand ces systèmes marchent, ils offrent des capacités qui surpasseraient en théorie les conceptions occidentales.
Mais en panne, le char devient une coûteuse masse de métal, piégeant 3 hommes à l'intérieur. Et comme aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Les systèmes électroniques sont les premiers touchés dans la guerre moderne basée sur la guerre électronique et le déni. De plus, un autre point de défaillance potentielle de la tourelle est un mauvais alignement des viseurs. Dans une tourelle traditionnelle habitée, le tireur est physiquement orienté dans la direction visée par la tourelle. Mais dans une tourelle téléopérée comme celle du T-14, tout le système de visée et de tir est contrôlé à distance depuis le compartiment de commande situé sous la tourelle. Et bien que la tourelle puisse tourner librement autour de sa base, l'ensemble du char est beaucoup moins maniable. Si les systèmes visuels sur les tourelles tombent en panne ou ne transmettent pas les données en temps réel à l'écran du tireur, le char devient quasiment aveugle. Le tireur d'un T-72 pouvait acquérir et engager des cibles en utilisant seulement des viseurs optiques. Même avec les systèmes électroniques désactivés, le tireur du T-14 dépendant des écrans numériques et des viseurs électroniques est impuissant lorsque ces systèmes sont brouillés ou endommagés. Et lorsque le système doit franchir la barrière entre la base tournante de la tourelle pour aller de la tourelle à l'écran de contrôle, cela ajoute simplement un autre point, où le système peut tomber en panne. Pire encore, l'efficacité au combat du T-14 repose sur des logiciels connus pour leur défaillance imprévisible sous stress. Les véhicules militaires modernes contiennent des millions de lignes de code qui contrôlent de la gestion du moteur au système d'armes. Ce logiciel peut tomber en panne de manière incontrôlable. Rappelez-vous du défilé sur la place rouge mentionné au début de la vidéo. Eh bien, il est célèbre non seulement pour l'apparition du fameux T-14, mais aussi pour ce qui est arrivé au T-14 lors des répétitions du défilé. Pour être honnête, pendant les répétitions du défilé de 2015, le T-14 est tombé en panne sur la place rouge et s'est arrêté net. Les responsables russes ont par la suite affirmé qu'il s'agissait soit d'un conducteur novice, ayant actionné le frein d'urgence, soit d'une démonstration scénarisée du système d'évacuation. Cependant, l'incident a souligné la différence cruciale entre les pannes mécaniques, rapidement diagnostiquées et réparées, et les pannes électroniques, qui peuvent requérir un équipement de diagnostic spécialisé et des correctifs logiciels. En conditions de combat, avec des chocs, vibrations, interférences électromagnétiques et températures extrêmes, les défaillances logicielles des véhicules pourraient être des caractéristiques plutôt que des défauts. Un T-72 avec des systèmes de contrôle mécanique peut continuer à fonctionner, même si plusieurs composants sont endommagés. Un T-14 avec une panne logicielle critique se transforme en une cible de 55 tonnes. Au-delà des défaillances techniques, ce sont la logistique russe et les faiblesses doctrinales qui ont mené à une livraison très insuffisante du char. Débutons par le calendrier de production du T-14. Quand Uralvagonzavod, le plus grand fabricant de chars russes, a présenté la plateforme Armata au défilé, ils ont promis plus qu'un nouveau char. Le châssis du char devait servir de base à toute une gamme de véhicules blindés, du char T-14 et du véhicule de soutien d'infanterie T-15 au véhicule de récupération de champs de bataille T-16 et à l'analogue d'artillerie automotrice 2 S-35. Malgré l'utilisation d'un châssis dérivé du T-90 pour les modèles de parade du 2 S-35, l'engagement initial prévoyait la livraison de 2300 chars T-14 entre 2015 et 2020, soit suffisamment pour remplacer environ la moitié des unités blindées de première ligne de la Russie. Cela implique donc que la Russie fabriquerait au minimum 400 chars chaque année, tout en poursuivant la production de ses anciens modèles, pour le renouvellement national et l'export. Mais non seulement la Russie n'a pas réussi à produire 2300 chars, elle n'a réussi à achever que moins de 20 véhicules d'essai, en 2025 soit 5 ans, après la date limite initiale. C'est moins de 1% des livraisons promises. Du jour au lendemain, les responsables qui assuraient une production de masse ont commencé à invoquer des défis techniques et des conditions de marché défavorables. Les excuses sont devenues de plus en plus inventives et incohérentes. Le vice-premier ministre Yuris Borisov avait précédemment déclaré qu'une production de masse de l'Armata n'était pas nécessaire. Selon lui, les véhicules blindés existants, notamment le T-72 modernisé, étaient inférieurs à un ennemi potentiel. Nous encouragerions l'achat de nouvelles armes, mais comme elles ne sont pas inférieures, il n'est pas nécessaire d'en acheter. C'était un aveu stupéfiant, que le char révolutionnaire russe n'offrait aucun avantage significatif comparé au modèle soviétique, qui datait déjà de plusieurs décennies. Mais les véritables raisons de cette catastrophe de production sont bien plus profondes que ne le laissent entendre les explications officielles. Tout d'abord, le programme T-14 a été systématiquement pillé par les mêmes réseaux de corruption qui gangrènent tous les grands projets de défense russes. Depuis des années, plus de 72 000 responsables russes ont été accusés de corruption. C'est quasiment une entreprise criminelle déguisée en gouvernement. Les achats de la défense, avec leurs budgets colossaux et leur contrôle restreint, sont devenus une cible de choix pour ce vol systématique.
Le programme T-14, doté d'un budget de plusieurs milliards de dollars et d'un calendrier constamment retardé par un manque de précipitation, aurait pu servir de couverture idéale pour un détournement de fonds massif. Les contrats de conception et les spécifications des composants auraient été manipulés pour favoriser des fournisseurs bien connectés, et les étapes de production ont été manquées à plusieurs reprises, suivant les schémas de corruption qui gangrènent le secteur de la défense russe. Plus encore, les nouveaux modèles russes dépendent totalement de la technologie étrangère pour les systèmes militaires avancés. Les systèmes de conduite de tir, l'imagerie thermique, les blindages avancés et les capacités de guerre électronique du char requièrent des composants que la Russie ne peut pas fabriquer localement. C'est un changement radical comparé aux conceptions soviétiques, accessible dans une certaine mesure à presque tous les ex-pays soviétiques, alors que l'Ukraine modernise elle-même les T-64, T-72 et T-80. Lors de la conception du T-14, la Russie avait encore accès à des composants avancés via des canaux commerciaux légitimes. Des technologies d'imagerie thermique françaises, de l'électronique allemande et des semi-conducteurs occidentaux et taïwanais ont été utilisés dans les programmes de défense russes, permettant la conception de systèmes intégrant la meilleure technologie de l'époque. Les sanctions suivant l'annexion de la Crimée par la Russie ont restreint cet accès, mais l'invasion de l'Ukraine a provoqué un blocus technologique total. Soudainement, les composants avancés dont le T-14 avait besoin pour fonctionner de manière basique n'étaient disponibles qu'à des prix exorbitants sur le marché noir, ou étaient même totalement indisponibles, poussant les ingénieurs russes à abandonner des capacités clés ou tenter de développer des alternatives nationales inexistantes. Le T-14 fait aussi face à un autre défi, un manque d'intérêt à l'international. Pour beaucoup d'équipements militaires, les exportations et les ventes sont censées compenser les coûts de développement et justifier des productions à grande échelle. Les responsables russes ont prédit que les pays qui importent déjà des chars russes passeraient au nouveau modèle s'ils coupaient simplement le soutien logistique et la maintenance des anciens. Les clients potentiels ont perdu tout intérêt pour les modèles russes ou développé leurs propres alternatives. L'Inde, grand client historique de la Russie pour les chars T-72 et T-90, a étudié la production nationale avec son char Arjun. Mais le programme a rencontré de sérieux revers, ce qui a conduit à une dépendance continue au T-90 russe. La Chine, qui aurait pu s'intéresser à la technologie du T-14, a développé ses propres programmes de chars avancés, qui égalent ou dépassent les capacités russes. Certains pays ne peuvent pas se permettre de dépenser 3 à 4 millions de dollars par char, quand d'autres options coûtent bien moins cher, et sont déjà largement intégrés dans leurs armées nationales. La Biélorussie et le Kazakhstan, clients traditionnels des blindés russes, ont continué à commander des améliorations pour les plateformes soviétiques existantes, plutôt que d'investir dans de nouveaux systèmes. Cet échec à l'exportation crée un cercle vicieux rendant la production de masse économiquement impossible. Sans de grosses commandes internationales permettant de répartir les coûts de développement sur des milliers d'unités, le prix par véhicule devient excessivement élevé, même pour l'armée russe. Mais sans commande nationale suffisante pour réaliser des économies d'échelle, les prix à l'export resteront trop hauts pour attirer une clientèle internationale. En fait, le prix cité de 3 à 4 millions de dollars est probablement aussi sous-estimé. Un analyste militaire russe a déjà suggéré que le coût réel d'un char pourrait atteindre 8 millions de dollars. Le coût estimé a doublé, plaçant ce système parmi les plus onéreux au monde dans sa catégorie 1. Cela remonte à 7 ans, avant l'inflation en Russie qui a encore augmenté les coûts. Mais cela n'explique pas vraiment pourquoi. Les chars ont été très peu présents dans la guerre en Ukraine, en tout cas pas autant que l'ampleur du conflit le laisserait penser. Il faut considérer que le char a été surconçu par rapport à la guerre que la Russie mène actuellement. Le T-14 et Armata a été créé pour combattre les chars de l'OTAN, dans une guerre conventionnelle à grande échelle, ou défendre des zones contre des tirs offensifs. Mais le conflit en Ukraine a évolué vers un environnement saturé de drones, où même le blindage le plus sophistiqué pouvait devenir un handicap. Les ingénieurs russes ont optimisé les systèmes de protection du T-14 pour les menaces pertinentes en 2010. Missiles anti-chars comme le Javelin, obus APFSDS, des chars et frappes d'artillerie. Le système de protection active afghanite a été spécialement conçu pour contrer ces menaces sophistiquées et coûteuses, qui valent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars par tir. Mais la guerre en Ukraine a vu les deux camps innover avec quelque chose que les concepteurs de chars n'avaient jamais anticipé. Des attaques de masse en essaim, utilisant des drones First Person View. Le coût peut varier de seulement 700 $ à plus de 10 000 $ avec l'ajout d'une mine anti-char. Ces petits appareils agiles pouvaient être produits par milliers et déployer lors d'attaques coordonnées, qui submergent même les systèmes de défense les plus sophistiqués. Lorsque vous faites face à des dizaines de menaces entrantes simultanément, il n'importe plus que votre système de protection active puisse neutraliser des missiles individuels.
L'ennemi larguera simplement une mine sur vous depuis le dessus, visant l'orifice d'accès du châssis jusqu'à l'atteindre. Les calculs économiques de cet affrontement sont désastreux. Pour un blindé coûteux, un seul T-14 Armata coûte environ 4 millions de dollars à construire et à déployer, selon les chiffres du début des années 2010. Les forces ukrainiennes peuvent acheter bien plus de 4000 drones First Person View pour le même montant en 2025. Même si les systèmes de défense du char atteignent un taux d'interception de 90% contre les drones entrants, ils ne perdent qu'un investissement de seulement 10 000 dollars. La guerre par drone a fondamentalement changé la notion de distance de sécurité, essentielle pour les opérations de chars. La doctrine des chars supposait que les blindés pouvaient engager l'ennemi à des distances où l'infanterie ne pouvait répondre efficacement. Les drones First Person View modernes ont une portée de 5 à 20 km, les modèles avancés, atteignant celle de l'artillerie traditionnelle, soit 5 à 20 km ou plus. Les équipages de chars ignorent donc d'où viennent les menaces, et leur nombre. Et les systèmes sophistiqués de camouflage et de furtivité du T-14 ont été conçus pour une époque où les forces militaires comptaient sur le radar et l'imagerie thermique provenant de cibles ou de véhicules stationnaires centraux. La guerre en Ukraine a introduit la surveillance en temps réel, grâce aux drones commerciaux bon marché, renforcés par l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, l'augmentation des dépenses gouvernementales et la démocratisation des fabricants ukrainiens, pour mettre en œuvre des avancées technologiques sur tout le champ de bataille. Les capteurs de chaleur, radars ou émissions sont tout aussi efficaces sur un petit drone volant, mais beaucoup plus difficiles à repérer et à contrer quand le drone n'est qu'un point, à des centaines de mètres d'altitude. Cette surveillance continue réduit aussi la capacité d'engagement à longue portée du T-14. Les systèmes de conduite de tir avancés et les munitions de précision du char lui permettent d'engager des cibles au-delà des portées des chars occidentaux conventionnels. Mais lorsque chaque tir est observé et enregistré en temps réel, le tir à longue portée ne fait que fournir des données de ciblage. Peut-être le plus accablant est l'arithmétique économique simple qui fait du déploiement des T-14 en Ukraine une décision catastrophique pour les forces russes, en tenant compte du coût ajusté à l'inflation de 6 millions de dollars sur l'estimation initiale. Chaque T-14 perdu au combat équivaut à 6 chars T-72B3 modernisés, offrant des capacités similaires sur le champ de bataille. Des milliers de drones First Person View qui pourraient détruire plusieurs unités blindées ennemies. Environ 170 munitions rôdeuses, Zala Lancet, efficaces contre les blindés, et assez de munitions d'artillerie pour soutenir une opération de bataillon pendant des semaines. Cela est encore aggravé par le fait que la Russie n'a pas produit plus de 20 T-14. Cela rend le coût de chaque char extrêmement élevé, et la prochaine version ne sera guère moins onéreuse. Ainsi, les quelques T-14 existants sont devenus des atouts si précieux qu'ils ne peuvent pas être risqués au combat réel, ce qui les rend militairement inutiles malgré leur capacité théorique. Sergei Chemezov, directeur de Rostec, propriétaire d'Aralfa Grunzavod, a souligné que le gouvernement russe n'est pas intéressé par l'achat de T-14 supplémentaires après le lot initial de tests. Les chars soviétiques existants, qui coûteraient des dizaines de milliers de dollars à équiper pour l'Ukraine et sont encore stockés, évitent de dépenser des millions pour un nouveau char. Si les deux modèles font finalement la même chose, la complexité du T-14 engendre des besoins de maintenance que la logistique militaire russe ne peut pas soutenir en temps de guerre. Les chars soviétiques étaient conçus pour être entretenus par des conscrits avec des outils basiques et des pièces standards. La fiabilité du T-72 est en partie due à sa philosophie de conception. Les systèmes étaient surdimensionnés pour fonctionner malgré un mauvais entretien, et les composants critiques pouvaient être réparés ou remplacés par des soldats, avec une formation technique limitée. Le T-14 requiert une infrastructure de maintenance sophistiquée uniquement disponible dans les grands dépôts militaires, avec des installations spécialisées et un personnel hautement qualifié. Des pannes électroniques mineures peuvent rendre le char inutilisable jusqu'à son transport vers des installations de maintenance à l'arrière. Il est presque inutile sur un champ de bataille où la guerre électronique est omniprésente. Cela ajoute une contrainte aux planificateurs de l'armée russe. Comment protéger les chars des pannes sans soutien adéquat? Les unités de chars avec des T-14 nécessiteraient un important soutien logistique pour maintenir un niveau de préparation opérationnelle minimal. Cela implique la nécessité de lignes d'approvisionnement régulières des usines jusqu'au front. Ces mêmes lignes d'approvisionnement et usines ont été fréquemment la cible d'attaques ukrainiennes. Déplacer une partie de la production loin du front ne fonctionne pas non plus, car l'Ukraine a réussi à dévaster un aérodrome abritant des bombardiers nucléaires russes situés à 2700 miles de là. Le T-14 Armata illustre les défauts de l'approche de Poutine en matière de modernisation militaire et les erreurs stratégiques de la Russie. Le calendrier de développement du char, ses échecs de production et son absence des combats réels reflètent les problèmes de l'ensemble de la défense russe. Complexe industriel,
Promesses grandioses aux ressources insuffisantes, ambition technologique freinée par sanctions et corruption, propagande privilégiant l'apparence à la capacité réelle. Mais peut-être que le T-14 Armata russe possède effectivement le meilleur système de furtivité qui soit, puisqu'il n'a pas été aperçu sur le front ukrainien. Et cela résume parfaitement le régime russe actuel. Après des années de pertes catastrophiques de blindés, les T-72 et T-80 étant détruits quotidiennement, la Russie refuse toujours de risquer de déployer ses soi-disant supérieurs T-14. Cela suggère que même les commandants russes comprennent que leur superchar à plusieurs millions de dollars connaîtrait probablement le même sort que tous les autres véhicules blindés qui sont entrés sur le champ de bataille ukrainien saturé de drones. Et lorsqu'on mène une guerre qui a déjà fait environ 1 million de soldats tués ou blessés, cela soulève des questions quand on n'engage toujours pas le char conventionnel le plus avancé dont on dispose. Merci d'avoir regardé, et si vous souhaitez approfondir d'autres échecs militaires russes, abonnez-vous à The Military Show.